Bonjour Laetitia, Bonjour Jade. bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça? Aujourd'hui, je reçois Laetitia de Nowadays, avec lequel on va passer une petite heure ensemble comme d'habitude à parler, de ses sujets pro, des engagements aussi, de plein de choses, trop cool. Et pour faire un petit rappel, aux nouveaux nouvelles auditrices qui nous écoutent, le podcast, il va à la rencontre d'indépendantes qui font des choix de cœur dans leur vie pro et qui arrivent, à y mêler leur engagement et sur des thématiques, qui nous tiennent à cœur, sur le podcast. Donc elles sont très diverses. L'idée, c'est de mettre en lumière ce genre indépendante, qui essaye de faire, du bien autour d'elle et d'eux. Et ça, on en a besoin, surtout en ce moment. Pour commencer, Laetitia, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici. Plaisir. Hem, je m'appelle, Laetitia, donc j'ai fondé, Nowadays Agency en 2017. Donc ça commence maintenant à faire son bout de chemin. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes, des associations, des coopératives à des projets qui essaient, du moins, d'adoucir un peu le monde, comme tu l'as dit. Et je les accompagne à se rendre visibles. Je suis convaincue que, la communication et surtout la diffusion de l'information est un des outils les plus puissants qu'on ait. Donc, voilà. En parallèle aussi, je j'enseigne dans des écoles, dans des universités et je pense que ça, c'est mon deuxième autre pilier, c'est la pédagogie. Mais finalement, c'est assez lié, ça parle de transmission. Hem, voilà. Pour en arriver là, je t'avoue que le chemin était un peu chaotique. On en reparlera. Bah, on va en parler, trop bien. Pour donner un peu de contexte, aux auditeurs, aux auditrices, je connais, Laetitia d'un programme, de coaching, un mastermind maintenant on dit, celui de Thomas Burbidge et on a appris à se connaître surtout lors d'un séminaire où on était enceintes toutes les 2. Du coup, avec une semaine d'écart, de terme, où on faisait des séances de yoga pour, essayer de détendre nos articulations après être restées toute la journée assises. Donc voilà dans quel contexte, on s'est connus, et ça fait très plaisir de te voir ici et de t'accueillir sur le podcast. Hem, J'aimerais bien savoir, justement, tu parles d'un chemin, long, chaotique et cetera. Hem, Comment tu es devenue indépendante? Qu'est-ce qui t'a motivée, à faire ce choix-là? Est-ce que tu as été salariée avant? Alors, pour en revenir au tout début, déjà, je pense que j'ai eu un parcours, scolaire assez chaotique, bon, je passe les détails, mais je me suis fait virer de moult, écoles, collèges, j'ai même réussi à me faire virer à 2 mois du bac. Bon, j'ai réussi, à l'avoir et j'ai même eu une mention qui a fait très plaisir à mes parents. Mais voilà, c'était l'école, la scolarité, c'était très difficile et en fait, c'est quand, je suis rentrée en école de communication que je me suis sentie à ma place, en fait. La communication, ça a toujours été quelque chose pour moi d'important parce que je pense que, de base, j'avais pas forcément, j j'avais un peu des lacunes, heu, dans les communications interpersonnelles et donc c'est pour ça que je me suis un peu toujours, intéressée à la communication parce que je savais que c'était quelque chose qui me manquait par rapport aux autres et ça m'a tout de suite passionnée et donc quand je suis arrivée en école, je me suis sentie, à ma place et pendant cette école, j'ai eu la chance, et le privilège de pouvoir faire un échange universitaire à New York, où, je parlais presque pas anglais, et je m'étais un peu, débrouillée pour, trouver un stage, donc j'avais fait tout Craigslist, c'est un peu Le Bon Coin aux États-Unis. Et j'avais trouvé un stage comme ça, un peu improbable, où finalement le gars, donc il tenait un showroom en plein Broadway, donc moi c'était vraiment quelque chose qui pouvait, m'attirer, et il parlait italien, donc on avait fait tout l'entretien en italien. Donc bref, je m'étais retrouvée là, à commencer à faire, des stratégies social media pour des marques, de mode, des marques, lifestyle, à organiser, des salons,
matcher avec, des créateurs de contenu, organiser des événements, enfin bref, c'est allé assez vite. Ils m'ont donné pas mal de responsabilités et en fait, vu que, il y avait personne qui faisait ça dans le showroom, bah, finalement, mes premières expériences, j'étais déjà assez «indépendante» entre guillemets, autonome disons, dans et ça m'a beaucoup plu et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, que, bah, potentiellement, je voulais me lancer. En fait, ça me plaisait et sauf que je me suis dit: «Bah, je peux pas me lancer si j'ai pas vu enfin, je peux pas lancer une agence de communication si, je sais pas exactement ce que c'est, heu, bah, de travailler dans une agence» et donc Mmh. j'ai travaillé dans une agence de communication et là, ça a été un peu la désillusion, en fait. Je suis arrivée dans un endroit très toxique. J'avais un manager hyper toxique. J'ai une petite anecdote qui est un peu, difficile, dans le sens où, il m'avait demandé, d'écrire un article, heu, sur, une thématique de marketing et vraiment je prenais rendez-vous tous les matins à 8h30. J'étais la première à être là. Mon article, bah, oui, le 1er jet, il était pas terrible et en fait, je pense qu'il s'est fait un avis sur moi comme ça, en se disant: «OK, elle est super nulle, je regrette mon choix de recrutement» et en fait, après, à chaque fois, j'arrivais et il lisait juste la première ligne et il me disait: «Mais pourquoi? D'où tu oses me montrer ça? Tellement c'est nul». Enfin, il me disait vraiment des choses qui étaient très dégradantes. Alors que, en vrai, mon article, une fois le 1er jet, je l'avais fait relire par tout le monde et cetera. Bon bref, il était vraiment pas sympa. Tout ça pour, au final, qu'il le valide, qu'il me dise: «C'est super» et qu'il le poste dans un magazine, réputé en marketing. Sauf que moi, quand j'arrive au bureau, je vois qu'il a écrit en son nom. Mmh. Et donc voilà, bref, c'était que des trucs comme ça. Je vais le Mais voir, pourquoi je lui dis ces gens toxiques arrivent tous en agence? Mais c'est un truc de fou, enfin, c'est des c'est dingue. expériences, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec quelqu'un, j'en ai parlé aussi avec Jasmine, du coup, l'épisode, qui est en ligne pendant qu'on est en train de parler, et en fait, c'est vraiment tous les mêmes expériences. C'est une toxicité qui existe encore aujourd'hui, hein. J'ai des Et voilà, copines, dans les agences et c'est toujours la même chose. c'est ça. Et donc en fait, je suis sortie de là, bah, j'avais vraiment une estime de moi très faible. C'était vraiment très compliqué. Mais en fait, entre guillemets, on va dire si je peux y trouver un point positif, parce qu'en vrai, sinon il y en a pas, en fait, faut pas vivre enfin, c'est pas OK de vivre ce genre Mmh. d'expérience. Mais ce serait que je pouvais plus retourner, c'était sûr et certain, je pouvais plus retourner en salariat, en fait. Il m'avait traumatisé le gars et il y avait même pas que lui, il y avait d'autres personnes. Donc donc voilà et donc de là, je me suis dit: «Bon, bah, il faut absolument que je me lance», même si c'est très compliqué forcément quand tu sors d'école, tu as très peu de compétences en vrai, tu as pas de réseau et j'ai eu la chance aussi de très vite, être entourée et pas être toute seule parce que familialement, j'ai pas une culture entrepreneuriale, voilà et ce qui m'a aidée, c'est, que j'ai pu intégrer le programme PSL, enfin, le programme Pépite et l'école, qui le soutenait, qui était PSL et qui est, OK. bah, voilà, s'il y a des étudiants qui t'écoutent, je leur recommande ce programme, qui est un programme qui permet, de rester étudiant, mais tout en bossant son projet entrepreneurial Trop et bien. avec, ouais, les coûts, enfin, c'est porté par des universités, donc c'est public et ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais des locaux, j'avais des cours, j'avais des mentors, du coaching en entrepreneuriat, des personnes qui étaient au même stade que moi, enfin, du coup, ça a vraiment tout changé, quoi. Oui et c'est vraiment là que en fait, tu as appris vraiment comment tu pouvais développer ton projet entrepreneurial et c'était pas forcément, des tu disais des choses, enfin des expériences que tu avais dans ton entourage. Non. Oui, c'est ça, en fait, c'est en étant finalement, bien entourée de personnes qui pouvaient me transmettre finalement et aussi en ayant ce cadre-là que j'ai pu me OK, lancer même avec très peu de réseau et très peu de compétences. OK et tu es partie directement sur le projet qui existe aujourd'hui? Enfin, même si j'imagine qu'il a
évolué et cetera. Mais la base, c'est le même projet que tu avais au début? C'est ça, c'est Nowadays Agency. Là là! Il avait déjà ce nom-là? C'était le même nom, ouais, c'est le même nom, ça a pas Waouh! changé. Ouais, c'est vraiment ton projet de cœur, quoi. Et en gros, pourquoi c'est en anglais? C'est parce que de base, je devais le faire avec le gars du showroom de New York. OK, Les termes qu'il me proposait étaient pas du tout OK, en fait. Il voulait, plus de la majorité du capital, et qu'on ouvre l'agence à New York, sachant que moi j'étais à Paris et que c'était moi OK. qui portais, toutes les compétences. Peut-être que lui, il avait un peu de réseau, mais voilà. Donc finalement, je lui ai dit: «Bon, on s'arrête ici. Je vais le lancer toute seule». Et tu as gardé le nom, du coup? Et j'ai gardé le nom que j'aime bien, même par rapport un peu à du coup le repositionnement ensuite que j'ai fait vers des projets plus responsables, parce que je trouve que nowadays, c'est de nos jours, en fait, et c'est de nos jours dans l'air du temps, mais sans être non plus prétentieux. Et du coup, je trouve que ça représente bien ce que je veux transmettre dans qu'est-ce qu'est-ce qui est important, en fait, de nos jours, Mmh. OK, OK, trop pour clair. moi. Et tu dis que du coup, au début, tu étais pas forcément, sur, le domaine éthique et cetera. Quand as-tu ce switch et comment il fait écho, toi, à tes valeurs, personnelles? Hem, alors, ce qui se passe, c'est que donc, au début, genre, voilà, j'ai des clients, de base, c'est forcément réseau proche, hein. J'ai mon amie Mathilde qui tient une boutique de lunettes de créateurs made in France. J'ai un pote de ma mère, qui lance, une vague de surf artificiel écologique. Voilà, j'ai plein de clients comme ça. Bon, c'est toujours dans l'art de vivre, Mmh. les projets qui m'intéressent, et finalement, je me rends compte que, bah, naturellement, je vais vers, des clients qui, ont quand même des valeurs, et que je trouve intéressantes, et c'est ça que je trouve intéressant. Mais de base, je viens pas d'une famille, très politisée, en fait, enfin, voilà, c'est-à-dire que Mmh. même, pour donner le contexte, moi, mon environnement familial, il est plutôt de droite. Je mais plus comme ça, en fait. C'est-à-dire que quand j'interroge mes parents, enfin, il il y a pas vraiment de réflexion, en fait. C'est pas d enfin, pas c'est pas qu'il y a pas de réflexion, c'est plus qu'ils sont pas politisés, donc ils sont pas Mmh. intéressés au sujet, en fait. Donc OK. moi, même moi, je suis pas très intéressée de base au sujet, et donc je me dis: «C'est intéressant, moi, ce que je veux accompagner, c'est ce genre de projet, sauf que je peux pas les accompagner si je suis pas un minimum informée, finalement, Mmh. sur qu'est-ce que l'éthique pour moi, qu'est-ce que les valeurs éco-responsables, et donc j'arrive en mode: «Écoutez, s'il y a besoin d'aide, je suis là, je vais m'intéresser à ce qui se passe». Et de là, je commençais à, du coup, écouter pas mal de podcasts pour justement me dire: «OK, comment je peux aider?» et cetera. Sauf que, bah, je suis pas prête pour ce que je vais découvrir, parce que moi, je suis dans ma bulle à ce moment-là. Enfin, je suis dans ma bulle de privilégié, de confort, de tout. Enfin, je pense que je suis complètement déconnectée de la réalité. Et là, c'est un peu la claque, quoi. Enfin, je me rends compte, en fait, de ce qui se passe. J'enlève, le flou qu'il y a sur, mes Mmh. lunettes, et c'est le choc, quoi. Enfin, je suis choquée, je suis triste, je suis sidérée par, finalement ce qui se passe, et ce dont enfin, je n'avais pas conscience. Alors c'est peut-être que j'étais complètement, enfin, ouais, je sais pas, déconnectée, mais finalement je pense pas être la Mais seule non. dans ce cas, en fait, Puis en plus, quand on n'a pas d'entourage qui aborde ces sujets et cetera et qui nous enfin, en fait, c'est vrai qu'on a vite fait d'être, dans sa bulle et de pas comprendre ce qui se passe. c'est Mais ça. il y a un truc qui m'interroge parce que quand même, toi, dès tes études et après ta première expérience professionnelle, tu t'es pris des claques systémiques quand même. Genre le système de l'école, le système de l'entreprise. Donc je pense qu'il y a quand même un truc, tu vois, qui a dû justement te pousser, t'orienter et vers des choses peut-être inconsciemment. Et moi, quand j'entends ton histoire, je me dis: «Bah, en fait,
le système l'a déjà bien amoché dès le départ. Oui, oui, c'est clair. Je merci parce que je pense que je vois enfin, même encore à présent, en fait, je pense que je viens d'une culture où, tu sais, en tout cas, ça c'est vraiment donc de par ma mère, une culture féministe qui dit plutôt genre, «Je ne suis pas féministe parce que je veux pas me positionner en tant que victime». Mmh. OK. De base, c'est en gros, ce qu'on m'a transmis, c'est, ce truc de, heu, tu vas te battre. Tu battre dans un monde d'hommes et tu vas leur montrer, qui est la plus forte. Et c'est plus cette réflexion, donc je pense que, de base, mes réflexions féministes, moi, j'ai pu lire des trucs comme ça, de: «Je ne suis pas féministe parce que je suis pas une victime». Et donc Mmh. OK. j'avais un peu ces réflexions-là de: «Je suis forte, personne m'atteint, genre je suis au-dessus», alors que non, en fait, c'est comme tu dis, c'est systémique et je pense que Mmh. c'est tellement ancré qu'encore aujourd'hui, même quand tu me dis ça, bah, en fait, ça m'était jamais vraiment moi, j'avais individualisé, tu vois? Oui, 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 en mode c'est ton expérience et puis tu en as fait quelque chose, de très bien et ça a forgé ton caractère et t'inquiète, C'est ça, exactement. je vois tout à fait, de quoi tu parles. Et du coup, quand tu t'y es intéressée, tu as commencé à lire des livres et cetera, sur le sujet, donc ça tu disais ça t'a révolté et après tu as voulu transformer ça du coup, et que ce soit vraiment affirmé dans ton entreprise? C'est ça, exactement. Donc c'est à ce moment-là, donc dépasser, le choc, la sidération, la tristesse et cetera, je me suis fait aider, par, donc j'ai pris, une coach, spécialisée, qui est donc, Dani, et qui m'a beaucoup aidée justement là-dessus parce que donc moi j'étais dans un état, j'étais vraiment mal quoi, psychologiquement disons et donc ça m'a beaucoup aidée de me tourner vers le coaching à ce moment-là. Là où en fait j'étais accompagnée par plutôt une psychothérapeute, mais pas du tout, au fait des choses, enfin pas Mmh. au courant. Avec ce truc de: «Change-toi, toi, et le monde changera», sauf qu'en fait, moi, c'était pas du tout ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là et donc j'ai été accompagnée par une coach, spécialisée dans ces sujets qui est Dani et qui est aussi donc, entre le business, le les enjeux systémiques et le côté psy et qui m'a permis, voilà, de pouvoir être au clair sur, comment je voulais positionner mon entreprise par rapport à ces enjeux-là et pouvoir aussi, mieux m'intégrer, dans, des alternatives locales. Toi, tu avais vraiment ce souci d'être dans du local? Non, pas forcément. En fait, c'est plus, donc dans les podcasts que j'écoutais, sur le sujet et dans les solutions pour aller mieux et aussi pour faire bouger, il disait qu'il Mmh. faut et en fait, il faut dépasser ce moment où tu es choqué et Mmh, pour OK, pouvoir justement le dépasser, il faut se mettre en action et pour se mettre en action, le plus facile, c'est d'intégrer, des associations, des alternatives, carrément. des mouvements un peu petits, locaux, tu vois? Ouais, OK, Enfin, pas forcément petits, mais voilà, qui se passent autour de toi. ouais et du coup, c'est ce que tu as fait? Voilà, du coup, c'est ce que j'ai fait, en fait, en parallèle de ce réveil, sociétal, je suis arrivée à Joigny, qui est une petite ville en Bourgogne et où il y a beaucoup de choses qui s'y passent, en fait, sans vraiment qu'on le sache et j'ai eu beaucoup de chance et de là, du coup, s'en est suivi un émerveillement, en fait, parce que je rencontrais des nouvelles personnes, je rentrais dans des nouveaux groupes, je m'intéressais à des nouveaux sujets qui sont finalement passionnants, même si durs. Je faisais l'expérience de l'associatif que j'avais jamais connu, donc de la solidarité, des connexions, du lien social, de tout ça, quoi. OK, trop bien et du coup, ça c'est venu te recharger, et te mettre dans une dynamique qui a pu, du coup, comment dire? Se diffuser dans ton projet, entrepreneurial, donc tes actions associatives et ton projet entrepreneurial, en parallèle. C'est ça.
Bah, en fait, ça se nourrit parce que moi, mes actions associatives, c'est toujours le même axe, en fait. Moi, ce que je kiffe faire, c'est de la communication. Mmh, Donc, en fait, je vais aider, des projets locaux dans leur com, heu et heu et donc je continue avec, mon projet aussi. Enfin, ça se nourrit. En fait, c'est toujours le même axe, sauf qu'il y ouais, a une part où je donne du temps bénévolement et il y a une autre part où je suis rémunérée pour. OK, OK, trop cool. Et tu parlais, tu me partageais avant l'interview, l'influence éthique. C'est ce que tu fais avec Nowadays aujourd'hui? Alors, en fait, de base, je m'étais positionnée là-dessus. Mmh, C'est-à-dire que moi, et c'est toujours ma vision, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer avec les créateurs de contenu influents. Parce que, aujourd'hui, les réseaux sociaux et les personnes qui ont du pouvoir dessus, ça forme des micro-pouvoirs, en fait. C'est-à-dire mmh, qu'aujourd'hui, on le voit avec, le rachat, des médias, par certaines personnes. Hem, Bah, on a une concentration de l'information qui sert, certaines idées. Là où les créateurs de contenu ont justement, une force de diffusion qui est très importante et une force d'influence qui est très importante, et ils sont plus ou moins indépendants. C'est-à-dire que pour la plupart, ils sont pas rachetés, mmh, ils suivent leur propre ligne éditoriale. mmh. Donc pour moi, ça a toujours été un des leviers clés les plus importants, vu que je crois vraiment à la diffusion de l'information, et cette diffusion de l'information peut se faire aussi, je pense, grâce à ces créateurs de contenu influents qui ont, heu, un grand pouvoir, disons. Ouais, carrément. Ouais, ouais, une liberté d'expression et un impact important. C'est ça, exactement. Donc, de base, je m'étais basée là-dessus, et mon idée, c'était, de pouvoir faire matcher des associations, des coopératives, des projets qui ont du sens pour faire diffuser les messages, avec, les créateurs et créatrices de contenu. Sauf que j'ai fait une grosse campagne, comme ça, qui était vraiment, enfin, qui était dingue en termes d'impact, et cetera. J'ai accompagné, L214, donc qui est une association qui milite pour, le droit des animaux et le droit et le bien-être des animaux. Et le truc, c'est que je me suis retrouvée toute la journée à appeler des créateurs et créatrices de contenu et à parler, de choses horribles, en fait. Parce que, bah, il faut expliquer ce qui se passe dans les fermes-usines, il faut expliquer ce qui se passe dans les abattoirs, il faut expliquer ce qui se passe. Bah, ça peut paraître, genre, très égoïste au vu des enjeux, mais je sais que personnellement, ça m'a beaucoup atteint. Et je pense en fait que, on va dire, dans les luttes, tout le monde a un peu sa place, Mmh. disons, et je pense pas que j'étais à ma place enfin, à cet endroit-là, et je pense que j'aurais pas tenu, en fait, sur le long terme. Donc heu donc voilà, et cette expérience a été vraiment très chouette, et c'était dingue. On a réussi à faire, des milliers, voire millions de vues, je crois, sur une vidéo qui a été postée. Il y a eu un événement aussi place de la République. On a contacté plein de micro-influenceurs, donc là où L214 était plutôt sur des macros, ou méga influenceurs. Donc pour les personnes qui nous écoutent, c'est on calcule en fonction du nombre de followers, et après c'est en fonction, des réseaux. Mais l'idée, c'est que les micro-influenceurs, ils ont peut-être une communauté plus petite, mais plus engagée et Mmh. surtout plus niche. Donc voilà, la campagne, c'est très bien, enfin, il y a eu pas mal d'impact. On a entendu parler, ça a diffusé l'information, mais moi, c'était trop, de Mmh. stress. Et ça a eu trop d'impact psychologiquement, et donc en fait, à ce moment-là, je me suis questionnée: «OK, qu'est-ce qui était le mieux? Est-ce que je veux le plus d'impact possible, ou est-ce que je veux aussi, faire attention à ma propre écologie personnelle et ne pas Mmh. cramer toutes mes ressources?» Et c'est à ce moment-là que je me suis tournée vers ce que je sais le mieux faire, en fait, c'est-à-dire de la formation, de la transmission, accompagner des personnes à apprendre, à comprendre, et avec joie. Voilà. OK, trop, trop bien. C'est super important, ce que tu partages sur, la manière, d'agir en fait, sur les causes, qui nous tiennent à cœur et je pense que ça bloque pas mal de personnes à s'engager, parce qu'on a cette image, d'engagement souvent, dans les actions,
de manifestation ou de blocage, ou c'est vraiment l'image qu'on voit en fait à la télé, sur les réseaux, c'est ce qui est filmé et tout. Et il y a plein de personnes où c'est pas du tout leur mode d'action, qui se voient pas faire ça et cetera, et j'en fais partie. Moi, je suis pas quelqu'un qui va en manifestation et cetera. Et pourtant, en fait, il y a 1000 façons de pouvoir, s'engager, et c'est cool que tu le précises, et justement de rappeler aux personnes de s'écouter et de voir là où, elles vont être, le plus efficaces, où elles vont durer le plus longtemps. C'est super important, quoi. On peut faire plein, plein de choses, à différents niveaux, et c'est justement la pluralité, pardon, de toutes ces formes d'action qui vont faire, un impact significatif. Donc merci beaucoup pour avoir, partagé ton expérience sur ça. Donc aujourd'hui, tu accompagnes, du coup des artisans, artisanes, des créatrices, c'est ça? Sur, leur communication? Alors pas que, là, je suis en train un peu aussi de faire évoluer, les personnes à qui je m'adresse parce que, en fait, c'est je me rends compte que c'est pas que ces personnes qui me contactent et que je peux aider finalement et où je suis Mmh. pertinente à les aider. Donc, je suis en train de faire évoluer pour finalement m'adresser, en majorité à des femmes qui ont un projet plus doux pour le monde finalement. Des solopreneuses, qui aussi, au fait d'amener du beau dans le monde et heu et voilà et pas que finalement, des créatrices ou des artisanes, mais ça peut être aussi, des des solopreneuses de service, donc des coachs, des thérapeutes, des femmes qui des photographes, des artistes, des professeurs de sport spécialisés dans le SOPK. Ça peut être plus large finalement. Enfin, de base, effectivement, j'étais Ouais. positionnée créatrice artisane, mais aujourd'hui, je me rends compte que je peux être pertinente pour, vraiment plus de personnes, donc Mmh. je Mmh, vais trop arrêter bien. de me dire: «OK, il faut absolument que je me niche». Ah, cette question de niche. C'est clair, je pense que en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, c'est vraiment, la question qui nous qui nous triture comme ça tout le temps, alors que souvent on a envie de faire plus de choses. On a aussi envie de saisir des opportunités, des opportunités qui viennent avec des rencontres, et au final, ouais, tu as raison, il faut sentir là où on peut être utile et pas forcément s'enfermer. Même si, on le sait, au niveau communication, faut pas non plus s'éparpiller, mais après, voilà, on peut trouver son axe et pouvoir, aider le maximum de personnes, pour lequel on peut être C'est utile, ça. carrément. Ouais, je voulais juste rebondir par rapport à cette notion de niche. En fait, je pense que, tu vois, pendant longtemps, je me disais: «Il faut absolument que je me niche sur mon audience». Mais en fait, je pense que dans mon discours et dans, ce sur quoi je vais, dans ma vision, dans mes combats, bah, finalement, ça me positionne et entre guillemets, «ça me niche», tu vois? Donc je pense que voilà, peut-être un conseil, de communication à ton audience, c'est parfois, c'est peut-être pas genre sur des caractéristiques de «l'audience» entre guillemets qu'il faut être genre super précise, mais ça va être aussi sur contre quoi vous vous positionnez, quels sont vos messages, votre vision, votre ton et c'est ça qui va créer finalement votre niche. À un moment, tu parlais du beau, et c'est vraiment quelque chose, alors moi j'adore, par exemple, je peux pas être sur un outil qui est moche. J'ai vraiment un truc, faut que mon environnement, il soit agréable, faut que les choses soient, il y a un truc d'esthétisme comme ça qui peut paraître futile. Enfin, on me l'a déjà dit, genre en mode, «Oui, non, mais si le truc il fonctionne, je vois pas, ouais, mais non, en fait». Toi, on le voit déjà à l'écran, pour ceux et celles qui sont sur YouTube, que, tu as ta DA, j'adore, c'est vraiment, accordé avec ton environnement et tout. Ça claque. Hem, est-ce que tu peux nous parler justement de toi, ce que tu penses du beau, et quel rôle ça joue? Comment tu aides tes clientes sur ce sujet? Alors c'est une réflexion que j'ai en fait, je pense que c'était un peu inconscient et latent dans le sens où, bah, pareil en fait moi
J'apprécie, donc ce qui est beau, que ce soit donc sur des outils, quand je suis des personnes, les contenus que je vais lire, heu, écouter, enfin, voir, mon environnement de travail. Enfin, c'est important que ce soit beau et pas seulement fonctionnel et utile et ou confortable, par exemple. Mais je m'étais jamais vraiment posé, la question et ça fait pas si longtemps finalement que j'ai vraiment envie de porter ce message, et que je suis en train de creuser, la réflexion. Mais je pense qu'on on dévalorise beaucoup le beau. Au-delà même du beau d'ailleurs, c'est plutôt la beauté. Comme par hasard, c'est le mot féminin qui est dévalorisé. Et que cette idée que l'esthétique, la beauté, c'est quelque chose de superficiel. Heu, alors que moi, mon idée, c'est que non, c'est un outil qui permet la transformation. C'est finalement parce que c'est ça, quelque chose de beau, ça va le rendre désirable, ça va donner envie et ça fait bouger les gens, en fait. Donc je pense que le beau doit être utilisé comme un outil de pouvoir, finalement. Hem Par exemple, donc en local avec, des copains, on a fondé un tiers-lieu, qui s'appelle La Prochaine Aire. C'est, une aire, de véloroute. Donc si vous passez, à côté de Joigny, à Saint-Aubin, en vélo ou même pas que en vélo, vous pouvez rester quelques jours et donner un peu de bénévolat. On vous accueille, on vous loge, on vous nourrit. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de refaire le lieu, et ben, il fallait penser à, bah, comment on allait refaire la salle de bain. Et donc, dans l'équipe, il y a beaucoup de personnes, ils sont ingénieurs, il y a des personnes, voilà, qui ont un peu l'aspect technique des chantiers, la tuyauterie, la plomberie et cetera et qui comprenaient pas pourquoi on prenait autant de temps à, choisir, tu vois, les lampes, le Mmh. carrelage, le l'évier et cetera. Et pour eux, bah, non, c'était enfin, ouais, c'est un peu un plus, quoi, c'est du bonus, c'est futile. On a fait une salle de bain magnifique dans le lieu. Vous avez gagné. Je dis «on», mais en vrai, c'est plutôt, mon amie Shiraz, que tu connais qui s'est occupée de ça. Je lui laisse les honneurs, elle a fait toute la direction artistique, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet été, il y a un festival qui regroupe, tous les écolieux de France qui s'appelle le Festival Oasis et qui s'est déroulé à Joigny et donc il faisait un tour des, des écolieux, slash Mmh. tiers-lieux de la région et en fait, apparemment, en arrivant à la prochaine aire, qui était le dernier lieu, bah, en fait, tout le monde avait des étoiles dans les yeux. Mmh. Parce que le lieu est magnifique, en fait et donc ça donne grave envie et c'est pas futile. Alors oui, c'est très important d'avoir une bonne tuyauterie, que ça fonctionne bien, d'avoir bien pensé, les fondations. Mais en fait, je pense que c'est tout aussi important de d'y amener du beau parce que c'est c'est ce qui va en fait, créer le rêve, créer l'envie et créer ces récits désirables, et donc voilà, je vois le beau un peu comme, un acte de résistance finalement. Et il y a un philosophe, que j'aime bien, qui s'appelle Alexandre Lacroix et qui parle de la beauté de la nature et de notre rapport au beau qu'on a, par exemple, quand on est devant un coucher de soleil, quand on est devant, quand on zoome devant une fleur, quand on voit, le soleil, tu sais, percer entre les nuages ou ce genre de choses et qu'on a ce truc d'émerveillement, de ouais, on est comme, j'en ai même pas les mots, tellement c'est on est estomaqué devant cette beauté de la nature et en fait, il parle que peut-être que c'est à travers ça aussi qu'on pourrait toucher, certaines personnes, qui sont complètement déconnectées, par exemple, des enjeux écologiques. Parce qu'en fait, Mmh. que ce soit des ultra riches qui ont cette déconnexion, mais en fait, eux aussi, ils apprécient cette beauté de la nature et eux aussi, quand ils partent en voyage, qu'ils aiment, ça va être potentiellement être devant du beau de la nature et Oui, donc il décrit justement cet axe que potentiellement le beau et aussi par rapport au beau de la nature, ça peut être un levier de changement. carrément. C'est super intéressant.
C'est pas forcément, tu vois, une réflexion, que j'ai beaucoup entendue, autour de la beauté et pourtant, ça me parle tout de suite, même quand j'ai vu le mot sur, les sujets, tu vois, sur la préparation de l'épisode et tout de suite ça m'a parlé et c'est vrai que je pense que c'est important et je pense que ça rejoint aussi, une vision, des artistes. Enfin, j'ai interviewé des artistes sur le podcast et c'est des artistes, qui veulent faire passer des messages et cetera et du coup, bah, eux, leur arme, c'est l'esthétisme justement. C'est de travailler une certaine esthétique, pour, venir, interpeller et enfin, amener les personnes à une certaine réflexion et je trouve que du coup ça se rejoint pas mal avec, ce que tu viens d'expliquer. Super intéressant. D'ailleurs, l'art, la poésie, ça permet en fait pour moi, ça fait partie pareil des outils qu'on a pour, faire changer le monde en fait. C'est ce qu'on pourrait appeler du soft power. Bah, ouais, carrément, carrément, carrément. Hem, Aujourd'hui, comment est ton quotidien? Comment ça se combine entre, ton agence, les clientes que tu accompagnes, tes formations? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment se passe, une semaine type avec Laetitia? Alors comment ça se passe? Bah, à vrai dire, en ce moment, je suis plutôt, j'ai beaucoup de gratitude pour, mon quotidien, mon environnement, ce que je vis. Donc, comme tu disais au début du podcast, on a toutes les 2 été maman il y a maintenant 1 an, plus d'1 an, Oui, que ça passe vite. c'est clair. Donc ça prend quand même, mon rôle de maman prend une bonne partie de mon quotidien et j'en suis, ravie. D'ailleurs, ça m'a un peu, entre guillemets, «mis les contraintes que je voulais, en fait». C'est-à-dire que quand on a fait, par exemple, tu vois, tout le coaching, qu'on a fait ensemble, le séminaire, avec, Thomas, heu et où on a beaucoup travaillé la vision. Et Mmh, ben, en fait, moi, dans ma vision, c'était moins travailler, plus profiter, des moments qui comptent pour moi, blabli blabla. Je pense beaucoup de personnes sont ouais. dans ce cas et c'est sûrement une parole de privilégié, hein, de pouvoir, Mmh, projeter ça, j'en ai bien conscience. Mais voilà, ça faisait partie, mais finalement, en fait, je pense comme beaucoup de solopreneurs, en fait, bah, très rapidement, en fait, on est que dans le taf. c'est clair. Enfin, personnellement, moi, je pouvais ne pas m'arrêter. C'est-à-dire qu'avant ma grossesse, j'étais en mode, je travaillais, je m'étais même rajouté le temps de travail après le dîner. Je travaillais, je commençais à 9-10 heures et je terminais à 22 heures. Alors oui, avec des pauses, mais je m'arrêtais pas, en Mmh, fait. mmh, Et je pense que c'est de la contrainte, de la grossesse, un enfant et cetera, que ça m'a forcée, en fait. Personnellement, j'avais pas le choix que mmh. de, en fait, être finalement dans ma vision. Bah, ouais, Je sais carrément. pas si je suis très claire, mais Bah, ouais, mais j'ai justement, il y a une question qui me vient parce que moi, je suis passée par plein de phases et cetera et aujourd'hui, je ressens aussi cette gratitude dont tu parles, mais elle n'était pas là au début et ouais. il y avait mon ambition qui venait, se cogner à ma réalité, de maman et du coup, c'était pendant longtemps conflictuel à l'intérieur de moi, par rapport à ça et du coup, je voulais savoir toi comment ça s'est passé, Heu, enfin, est-ce qu'il y a eu du coup des étapes intermédiaires pour que tu arrives à cette gratitude-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ce changement de devenir, mompreneur? Bah, en fait, quand j'étais enceinte, j'étais très, très malade. Ça a été très compliqué. J'ai pas pu travailler pendant des mois et des mois. Enfin, c'était l'enfer. D'ailleurs, s'il y a des femmes qui m'écoutent et qui veulent des enfants, bah, voilà, moi, j'aurais aimé qu'on me le dise, en fait. J'avais l'impression que personne me l'avait dit, en fait. Je pensais que ça allait être un peu dur en fin de grossesse. Et oui, des petites nausées au début, mais pas du tout, en fait. Genre, c'était l'enfer. Enfin, la nausée, c'est horrible. Les vomi enfin, bon, bref, je vais épargner tous les détails, mais pour dire que c'était très compliqué, je pouvais pas travailler. Et donc ça faisait longtemps un peu que j'avais lâché prise et aussi, je sortais d'une phase où
j'avais pas forcément bien géré mes lancements, j'avais quelques clients où pareil, il y avait un peu de toxicité, j'avais mal construit encore bien mes offres. Donc en fait, j'ai tout lâché et je me suis dit: «Bon OK, concentre-toi sur, ce que tu es en train de créer en ce moment, c'est-à-dire la vie». Une petite chose. Voilà, c'est ça, exactement. Peut-être un petit orteil, un petit pied. Voilà et après j'ai repris doucement, mais voilà, en faisant des trucs, qui me plaisaient. Je me rappelle pendant mon postpartum, j'ai pris une formation, pour faire du design, enfin de l'illustration graphique sur tablette. Bon, tu vois, je faisais des trucs qui me faisaient kiffer et après, en fait et donc je pense, voilà, pareil, quand tu es dans l'éthique et que tu essayes, en tout cas, de faire les choses au mieux, tu es forcément traversé de plein de paradoxes parce que dans tous les cas, une pureté éthique et une pureté militante, ça n'existe pas et on fait tous de notre mieux et je pense, en tout cas, personnellement, ce qui m'aide beaucoup à développer mon business tout en ayant le temps pour, m'occuper de ma fille, en fait, c'est l'avènement de l'IA et Mmh. du coup, bah, en fait, peut-être que, bah, enfin, tu vois, tu as été aussi maman avant moi, bah, peut-être que, tu vois, il y avait pas, ça, avant C'est et clair. en fait, moi, c'est Effectivement. ça Je pense qui que j'avais même pas connecté, tu vois, le avant où, tu vois, avec, mes 2 premiers enfants et tout, du coup, il y avait pas du tout l'IA et tout et maintenant, j'arrive un peu plus à gérer mon temps et à être là pour mes enfants. J'ai mon mercredi pour emmener mon fils au foot et cetera et c'est en partie, grâce à l'IA, c'est vrai. c'est ça et je suis en train de réfléchir un peu à ma charte éthique et bah, finalement, ça reste des justifications, mais qui sont trop importantes, en fait. Pourquoi je l'utilise? C'est parce qu'en fait, ça me permet de gagner du temps avec ma fille. Ça me permet de garder des prix bas avec mes clientes. En fait, aujourd'hui, je peux proposer des choses que jamais j'aurais pu proposer avant à mes clientes à un prix, heu, parce que, en fait, je vais beaucoup plus vite Mmh. Mmh, carrément, carrément. et j'ai pourtant conscience, des enjeux environnementaux et sociaux que ça Mmh, comporte. mmh. C'est enfin, voilà, c'est ça, quoi. Ouais, ouais. Non, non, c'est clair, je pense qu'on est nombreuses à être, un peu partagées sur ce sujet, à avoir quand même, ce que ça nous apporte, au niveau, personnel, mais aussi, par rapport à nos clients, notre activité et cetera. Et en même temps, oui, consciente de ce qui se passe et du coup, je pense que, bah, en ayant cette conscience-là déjà, on fait des choix dans nos pratiques, enfin, je sais pas comment ça se passe de ton côté, mais hem, du coup, je fais des choix dans certains trucs. Pourquoi je l'utilise? Je l'utilise pas à tout va, je vais pas l'utiliser, pour, faire mon calcul de marge alors que j'ai mon Excel. Enfin, tu vois, il y a des trucs, parce que, quand j'entends certains usages, tu vois, c'est à outrance. C'est-à-dire que le moindre truc, du Ouais. coup, maintenant, il passe par l'IA alors qu'il y a pas besoin, quoi. Donc, je pense que c'est avoir un usage conscient aussi de ce qu'on fait de l'outil, quoi. Bah, comme tout outil, en vrai. C'est ça, exactement et il faut savoir comment tu l'utilises, pourquoi tu l'utilises et oui, avoir un usage conscient, et aussi, en ce moment, je suis un peu dans une réflexion de, de dé d'enlever un peu une, culpabilité individuelle, en tout cas qui, en moi, m'a beaucoup pesé. C'est-à-dire que, bah, voilà, en fait, quand j'ai eu un peu mon réveil, sur le monde, disons, j'ai beaucoup culpabilisé parce que, bah, j'ai pris à balle l'avion, enfin, genre aujourd'hui, je me rends compte de, bah, tous les rapports de domination aussi que moi je peux engendrer, que je peux avoir, de tous les privilèges que j'ai. Enfin, je suis quand même très privilégiée comme personne et ça m'a fait vachement culpabiliser. Et en fait, ça m'aide aussi, bah, forcément quand tu fais un chiffre comme ça et que tu es pas de base dans les milieux de tes potes et tout, ils ont pas fait ce shift-là, bah, ça peut être difficile en fait parce que tu arrives avec beaucoup de colère et tu arrives avec, Mmh. tu vois, tu peux leur verser un peu toute ta tristesse et toute ta colère et toute ta haine et eux, ils se prennent ça et ça peut être un peu difficile dans l'entourage, disons.
Et aujourd'hui, donc je suis aussi un peu plus apaisée par rapport à ça parce que en fait, je j'arrête d'en vouloir aux individus parce que, bah, comme on en parlait au début, pour moi, c'est pas le problème. Oui, on a tous des efforts à faire et ça, je l'enlève pas, mais le vrai problème, c'est le système qui permet Mmh, de faire, en fait, d'avoir, ce confort à outrance, de de prendre l'avion à très bas prix, enfin, de faire bon, après, il y aurait plein d'autres exemples, mmh, mais voilà, en fait, pour moi, il faut avoir d'un niveau, étatique, loi, règlement, en fait, faut cadrer ouais, 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 et il faut carrément. arrêter de faire porter la responsabilité aux individus, en fait, Mmh. parce que c'est pas enfin, donc voilà, ça m'apaise un peu de de Bah, de ouais, de voilà et en fait, remettre un peu, même les au-delà choses de dans le moi, contexte. c'est ça, c'est que ça m'apaise aussi sur les autres, en fait. Je suis plus aussi douce envers les personnes que qui partagent pas forcément, ma vision, mes valeurs, bah, mon mode de vie, tout ça. Mmh. Parce que je leur en veux moins, en fait, parce que c'est pas eux, ma colère, elle est pas dirigée contre eux, finalement. Ouais, ouais, carrément. Ouais, c'est intéressant ça. C'est vrai que, mmh, avec, l'éveil que j'ai eu là, ces derniers temps sur les sujets, d'antiracisme, et cetera, j'ai eu des réactions, un peu virulentes et cetera et même au-delà de confrontation, même moi à l'intérieur, en fait, j'alimentais un ressentiment, tu sais, un truc qui te bouffe, toi, vis-à-vis, de certaines réactions de ton entourage et cetera et c'est vrai que ça, enfin, ouais, faut s'en détacher, faut réussir à s'en détacher parce que oui, justement, ils eux-mêmes sont, dans un système, et ont été dans une bulle ou dans laquelle j'ai été moi aussi à un moment sur un sujet ou sur un autre, donc non, non, c'est clair, c'est important de prendre ce recul-là, de sortir un peu des émotions, mais bon, c'est un peu le la première étape d'aller dans les émotions et d'être complètement Ouais. et après de revenir un peu. On ça le temps file trop vite. Je voulais, avant d'aborder les 2 dernières questions rituelles du podcast, je voulais revenir sur, le fait que tu interviennes en école et ça fait écho avec, ben, de ce que tu nous disais tout au début où toi l'école ça a été, ultra compliqué. Hem, du coup, comment tu reviens comme ça en mode en tant que prof? Quel impact ta propre scolarité a sur ta pédagogie aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, carrément, bah, oui, effectivement, je pense que c'est un peu une manière pour moi de boucler la boucle, de pouvoir, en fait, donner les cours avec, la bienveillance, la transmission, que j'aurais voulu avoir finalement. Hem Et et c'est marrant parce que c'est un rêve qui est un peu récurrent où en fait, je suis en classe, donc je suis élève et ça se passe pas bien avec le professeur ou la professeure et en fait, je me rends compte que moi aussi je suis professeur Mmh, et après je passe derrière et donc je reprends comme ça un peu le le truc quoi ouais. donc effectivement c'est une histoire voilà qui se complète disons et aujourd'hui, bah, je j'essaye de pouvoir en fait, faire des cours qui soient le plus le plus interactif possible, le plus dans la discussion, le plus dans le faire, l'expérience, l'émotion aussi parce que c'est comme ça qu'on retient le beau, j'essaie de mettre du beau dans mes cours, Mmh, de d'être dans les histoires, la transmission d'histoires, le les petites anecdotes, mmh, voilà et surtout, instaurer un cadre safe, un cadre, qui fait que les personnes se sentent, bien à l'aise, peu importe leur profil. Voilà, je dis pas que j'ai réussi tout le temps à le faire et je pense que j'aurais encore, bah, faudrait que je continue de développer ça, mais c'est un peu ce que j'essaye de faire. OK et c'est du coup des choses qui t'ont manqué toi, dans dans ton parcours? Oui, c'est ça. En fait, moi, ce qui a été très compliqué, c'est le rapport d'autorité. Mmh, Hem
et de le sentiment fort d'injustice, le rapport d'autorité et cetera. Donc voilà, moi j'essaie toujours d'être la plus juste et surtout de redonner de la souveraineté aux étudiants, étudiantes. C'est-à-dire que, bah, en vrai, si, tu vois, tu es pas à ta place, tu m'écoutes pas, tu vois, tu es sur une chaise dans une classe. En plus, souvent les classes des écoles, bah, tu sais, parfois il y a pas de fenêtre, ils Ouais. voient pas la lumière du jour, il y a une vieille lumière, enfin, tu sais, en vrai, moi, enfin, sors, va jouer dehors, enfin, va kiffer la vie dehors, quoi. Il y a aucun problème et au contraire, tu vois? Je t'ai notée absente, enfin, moi, j'aurais bien aimé qu'on agisse comme ça avec moi, en fait, qu'on me dise: «Bah, voilà, là, tu pas à ta place», plutôt qu'on m'engueule, qu'on me dise que je suis nulle ou que je sais pas quoi. En fait, il y avait juste des cours où, bon, bah, enfin, valait mieux que j'aille les travailler toute seule, de mon côté, que je reste dans cette classe, en fait. Mmh. Ouais, carrément. Donc voilà, j'essaye en tout cas de donner ça et puis de pareil, maintenant il y a un conseil qu'on m'a donné il y a pas longtemps justement pour, être plus inclusif, c'est de faire attention à qui j'interroge et donc je fais toujours attention de faire un mec puis une nana, un mec puis une nana. OK. Parce que Oui, oui. parce que Oui, parce que naturellement, en fait, sinon les mecs, ils monopolisent la parole et sans mmh, s'en rendre compte, en fait et les ouais, nanas vont peut-être moins prendre la parole, donc voilà. Bon, après carrément. en école de communication, il y a quand même plus de Mmh. femmes. Mmh mh. C'est plus facile, mais C'est quand même. clair. Et je me posais la question par rapport, bon, l'école n'est pas encore au programme de nos filles, mais pour l'instant, c'est un peu loin. Mais Oui. du coup, est-ce que tu y as déjà pensé de tu ça, c'est vraiment un truc, même à la crèche, des fois, c'est un truc qui me oh, parce que tu as pas la main dessus. Donc il faut que tu trouves un entre-deux où tu es assez apaisé pour, confier ton enfant et faire confiance, aux personnes, bah, qui vont assurer cette partie, de l'éducation. En ayant, tu vois, un mauvais vécu de l'école, tu te dis, «Oui, bah, je veux pas que ma fille, voilà, elle vive la même chose et cetera», et Ouais. toi, comment tu est-ce que tu y as déjà pensé déjà ou ça se trouve je te mets des angoisses, Non, non, alors que forcément, tu forcément. J'ai déjà pensé et je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi, avec mes parents qui m'ont toujours fait confiance, m'ont toujours écoutée et mmh, ont toujours été là, justement pour moi et bah, quand ça allait pas bien, à me faire, des mots, pour pas que j'aille en cours ou par exemple, pareil pour le sport, je détestais aller dans les cours de sport. Je m'étais fait enfin, j'étais partie voir un médecin, j'avais mytho et j'avais une fausse attestation de sport et en fait, j'allais m'entraîner pour le bac, j'allais en salle de sport, à la place de sport, mais pour pas aller d'accord. en cours de sport. Enfin bref, c'était vraiment j'étais pas faite pour l'école, en fait, genre et du coup, mes parents ont été vachement soutenants là-dedans. Je mets un petit trigger warning, mais bon, j'ai été aussi harcelée pendant mon mon collège. Bah, ils m'ont tout de suite changée d'école et heureusement d'ailleurs, parce que ça m'a permis d'être, bah, de partir de ce terrain toxique et donc pour ça, en fait, je vais essayer de reproduire finalement ce qu'ils ont bien fait avec moi sur Ouais, cette partie, c'est d'être à l'écoute, en fait et de pouvoir créer cet espace sécure pour que ma fille, puisse, me parler et savoir que je l'écoute et que je la crois et que je ferai tout mmh, pour qu'elle se sente bien. Et que ce sera ma priorité, en fait. Il y a un grand débat, du local, école publique, école privée et moi, mon positionnement, c'est en fait, vu que j'ai tellement souffert que, en fait, peu importe école publique ou école privée, ma priorité, c'est qu'elle se sente bien, quoi. ouais, ouais, bah, oui. OK, très intéressant. Ouais, je prends, je prends. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire et qu'on n'a pas abordé, dans la discussion? Ouais, vas-y. Non, je pense que peut-être, sur ces notions de de communication et en fait, tout le regard qu'on peut avoir parfois dans des milieux militants, engagés, heu artistiques, créatifs, je sais que pendant longtemps, j'ai eu honte, en fait, de dire que je faisais du marketing et que je faisais de la Mmh, communication
et d'ailleurs je me présentais pas comme ça. Je disais: «Je suis professeur». C'est le Le la petit veste twist. d'auto ouais, c'est ça. Et en fait, voilà, enfin, voilà, je pense personnellement, comme je disais, que vraiment la communication, c'est un des outils qu'on a qui nous permet de pouvoir, enfin, un peu diffuser le monde, un peu peut-être le changer. Il faut pas s'en priver. Il faut pas justement le laisser, aux à d'autres qui vont forcément s'en emparer parce que ça a beaucoup d'impact et du coup on laisse plus la place pour certains récits, et certaines histoires et certains messages parce que en fait, c'est rempli d'informations, donc voilà, si j'avais un message à faire passer enfin, qui est vraiment important, c'est il faut vraiment déconstruire, notre rapport à la communication, au marketing, à ce que ça veut dire pour nous, pour trouver un espace qui soit OK pour diffuser nos messages, pour diffuser nos informations, pour diffuser ce qu'on a à dire et arrêter, je pense de se poser 300 000 questions de: «Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je suis pas trop en train de me vendre? Est-ce que je suis pas trop commercial? Est-ce que je suis pas Mmh. ci? Est-ce que je suis pas ça?» hem, mais plutôt se dire que en fait, communiquer, c'est un enjeu aussi politique parce que il faut absolument en fait aujourd'hui diffuser, certains messages, certaines informations, peut-être le faire aussi, avec joie et montrer que, d'autres, d'autres histoires, d'autres imaginaires, d'autres récits sont possibles. Voilà. Merci beaucoup pour ce message de fin. On arrive aux 2 dernières questions du podcast. La première, c'est est-ce que tu as des ressources, quelles qu'elles soient, de tout type, à partager, à l'audience sur les sujets qu'on a abordés ou peut-être sur un sujet qu'on n'a pas abordé non plus, hein, comme tu veux? Ouah, je pourrais en avoir plein. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, moi, un des podcasts que j'avais beaucoup aimé, justement, qui reprend un peu, notre, discussion, c'est le podcast de Alexandre Lacroix sur Sismic, où il OK, parle de la beauté et notamment de la beauté de la nature et notre OK. rapport au beau. Hem, Après, en ce moment, je suis en train de lire, en livre audio sur Spotify parce que souvent les essais ou ce genre de trucs, c'est j'aime pas trop les lire en livre. Bon bref, petit tips pour les personnes qui ont du mal à lire les essais en livre, écoutez-les, ça fait en mode podcast et je lis, All About Love, New Vision de Bell Hooks, qui est un très bel essai sur l'amour Magnifique. et sinon, ah mince, il y avait un autre truc que je voulais recommander. Oui, pareil en ce moment, je suis en train de lire, Ascendant Beauf de Rose Lamy. Mmh. Et qui est vraiment très intéressant, qui décrit en fait comment dans nos sociétés la figure du beauf s'est construite et comment on va justement la dénigrer et bon, je pense que c'est aussi lié, je pense, à notre rapport au beau et aussi parce que, bon, on en a pas parlé, mais quand dans mon discours, ce qu'on peut entendre, c'est: «OK, mais en fait, vu qu'on est dans un monde, où on a des rapports systémiques, on a aussi des rapports systémiques au beau et ce qu'on entend beau, c'est aussi une certaine image, de certaines personnes, valide, machin, donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire?» Et voilà, je pense que du coup, il y a aussi ça à prendre en compte dans notre rapport au beau et au beauf finalement. Donc voilà, Ascendant Beauf de Rose Lamy, très intéressant. Le podcast de Sociologeek, donc c'est OK. un podcast, qui parle de sociologie et c'est «Pourquoi la France rurale vote RN», et c'est un livre donc de Benoît Coquart et le livre, ouais, s'appelle «Ceux qui restent». OK, OK. J'en ai entendu parler, il y a pas longtemps. OK. Bah, je mettrai tout ça en description. Comme ça, super ressources, que tu nous as partagées et la toute dernière question, c'est qui tu verrais à ta place sur le podcast? Qui je verrai à ma place sur le podcast, et aussi qui a pas forcément été invité? Bah, je pense, peut-être, mon ami Shiraz. Ah! Trop bien! Bah, Heu, carrément. qui
ouais et en train de créer un projet, en fait, il faut enfin, j'ai peur d'utiliser les mauvais termes, mais en gros, tu sais, il existe beaucoup de fresques du climat, et donc il y a aussi, des fresques, de la diversité, mais Mmh. il n'existe pas, de fresques, antiracistes, décoloniales et cetera et donc elle est un peu en train de créer un projet autour de ça. Je veux pas, lui voler, son discours et son pitch, donc j'espère que j'exprime bien, mais je pense que voilà, elle va être aussi maman, donc voilà, un parcours aussi, Ça peut intéressant. présager, une belle discussion effectivement. Ouais. Je vais aller l'inviter, de ta part. Merci beaucoup pour, tout ce qu'on a pu partager, aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Merci à Merci toi. pour ton authenticité, c'était vraiment cool, de pouvoir aborder tous ces sujets et puis, bah, je mettrai en description, les infos pour venir te suivre, découvrir ton travail et cetera et puis je te dis à très vite. Oui, merci beaucoup Jade pour cette invitation. C'était un plaisir pour moi de discuter de tous ces sujets avec toi et oui, à très bientôt. Ciao, ciao.